utilise en fait dans une entreprise ou dans une usine. Le souci, c'est que oui, il y a 3 techniques différentes, mais il y a différents groupes d'ouvriers qui appliquent ces différentes techniques. Okay. Et donc vous avez dans le tableau de données ici la quantité de pièces qui sont produites par chacun des ouvriers dans chacune des équipes en fonction de chacune des techniques. Voilà. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut affirmer qu'il existe une différence significative entre les deux? Autrement dit, est-ce qu'on peut affirmer que la technique a une influence sur la quantité de pièces qui est produite par les ouvriers? D'accord? Le souci, c'est que vous voyez bien qu'on est dans une relation de nichage, heureusement si on ne pourrait pas faire l'exercice qu'on peut faire. Le souci, c'est que les ouvriers sont répartis dans différentes équipes et que donc cette répartition dans différentes équipes pourrait elle aussi avoir un effet. Ça va? Donc, première chose à faire, on vous a fait un petit récapitulatif de toutes les étapes par lesquelles il faut passer. Première chose à faire, vous allez voir que c'est vraiment pas différent de ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est vous poser des questions sur le tableau, sur les différentes variables. Donc n'oubliez pas que cette fois-ci vous allez avoir 2 variables indépendantes. N'oubliez pas de bien fixer laquelle est la nichante, toujours la variable indépendante A, et laquelle est la nichée, toujours la variable indépendante B. Notez aussi le nombre de niveaux dans chacune de ces variables indépendantes. Ça va? Parce que ça va vous donner des données qui sont, qui sont importantes pour la suite de vos calculs, qui sont P et S. P, ça va être le nombre de niveaux dans votre variable nichante, et S, le nombre de niveaux dans votre variable nichée. D'accord? Donc, ça c'est la toute première chose à faire. Une fois que vous avez votre tableau qui est fixé, qui est bien fait, qui doit avoir cette apparence-là, celui-ci est bien fait, vous calculez, oui, il y a moins de tableaux, vous calculez pour chacune des colonnes les moyennes, pour chacun des groupes principaux les moyennes aussi, et puis vous calculez la moyenne totale. D'accord? C'est des éléments qu'on va utiliser dans le calcul qui vont venir par la suite. Une fois que vous avez fait ça, formulez l'hypothèse 1 et puis vous êtes prêts pour partir sur les calculs. Ça va? Les calculs, ce sera quoi? C'est ce que Madame Huet vient de vous expliquer. Il n'y aura pas de surprise, c'est promis. D'abord, on calcule le F de spin de corps pour les groupes secondaires, donc le F de B, ça va, pour voir si eux ont un effet. Donc, on calcule la somme des carrés d'écart de B et de la résiduelle de B, ça c'est dans les sous-groupes. On détermine les degrés de liberté correspondants, les carrés moyens correspondants aussi, à tes souhaits. Puis on calcule le fameux F de B et on consulte la table pour pouvoir conclure. Ça va? 2 conclusions possibles, soit le F de B qu'on vient de sortir est significatif, du coup on passe à un calcul de F' de A, d'accord? On s'est rendu compte qu'il y avait un effet des sous-groupes et on cherche à savoir si l'effet des méga-groupes, donc des groupes principaux, est plus important que l'effet des groupes secondaires. Okay? Pour faire ça, on va travailler avec la somme des carrés d'écart de A, celle de B que vous avez déjà calculée, donc ça c'est la solution qui est la plus intéressante pour vous parce que vous avez moins de calculs à faire. Même chose pour le degré de liberté, les carrés moyens, et puis on calcule le F' de A, on consulte la table et on conclut. Par contre, si votre F de B est non significatif, vous êtes reparti pour une jolie petite série de calculs, puisque vous allez devoir travailler sur la somme des carrés d'écart de A, et également sur la résiduelle de A. D'accord? Parce que vous aurez réalisé en fait à ce moment-là que les sous-groupes n'ont qu'une influence et que vous êtes donc reparti pour une analyse de variance tout à fait classique, mais uniquement sur la base des groupes principaux cette fois-ci. Okay? Donc vous avez besoin de tout ce qui contient un A, donc la somme des carrés d'écart de A et la somme des carrés d'écart de la résiduelle de A. Ça va? Et c'est le même cheminement, toujours somme des carrés d'écart, degré de liberté, carré moyen, F, consultation de la table, conclusion. Ça va? Ouais. Mais donc ne calculez pas directement toutes les formules, parce que si vous êtes dans le premier cas de figure, vous n'aurez pas besoin de tout. Donc ne vous infligez pas. Ne vous cassez pas le cul. Voilà. Ça va? Ok pour ça? Donc ça c'est vraiment toutes les étapes que vous devez faire, et en gros c'est faire 2 analyses de variance. C'est vraiment ça le principe, d'accord? La seule particularité ici, c'est que dans la première analyse de variance, on va travailler sur des sous-groupes, et dans la deuxième sur des groupes principaux, en tenant compte en fait de l'influence des sous-groupes. Ça va? Qui peut-être existe, qui peut-être n'existe pas. J'espère qu'elle n'existera pas. Ça va? Ok, alors, je vais vous laisser revoir le tableau, si je veux bien. Magnifique. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me donner la variable dépendante? Je vais visualiser tranquillement.
nombre de pièces. Oui. Donc la variable dépendante, c'est le nombre de pièces produites. Okay. Le nombre de pièces produites, c'est ce que vous allez trouver dans chacune des cases. Okay. Chacun des ouvriers produit un certain nombre de pièces. Alors, deux variables indépendantes. Quelle est la variable indépendante nichante? Ouais, et la nichée? Il vous suffit de lire le tableau quand il est bien fait. Ça va? Si à un moment, en lisant le tableau, vous vous dites c'est bizarre, c'est qu'il est pas bien construit sans doute. Ça va? Ok, alors, qu'est-ce qu'on formulerait comme hypothèse nulle de départ? Donc souvenez-vous que dans l'analyse de variance, on cherche à voir si une VI a une influence sur une VD, et donc si la partition en groupe a une importance ou pas. D'accord? Ici c'est le même principe, sauf qu'on part sur un questionnement sur les sous-groupes. Donc, l'hypothèse nulle, on pourrait la formuler comment? La technique de motivation n'a pas d'effet sur le nombre de pièces produites. Ça, c'est celle que tu feras au deuxième temps de l'analyse. Parce qu'en fait, la question que tu viens de poser sur la technique de production, c'est en fait sur la variable nichante. Et dans la première partie d'analyse de variance, on va s'intéresser à la nichée. Donc, c'est la question que tu viens de poser, sauf que tu remplaces technique par équipe. Ça va? On calcule d'abord le f de B. Notre premier f, c'est le f de B, donc le f de la variable nichée. Donc notre hypothèse nulle, c'est il n'y a pas d'effet de la variable nichée sur notre VD. Okay. Donc dans ce contexte-ci, on parle de l'hypothèse nulle, il n'y a pas d'effet de l'équipe de travail sur le nombre de pièces produites. Ça va? C'est ce principe-là. Ok. Alors, les moyennes, est-ce que vous vous sentez de calculer des moyennes maintenant ou est-ce que vous laissez ça pour l'exercice d'après? Vous les laissez calculer. Ok. On va le garder pour l'exercice d'après, mais je vais vous montrer le tableau pour vous montrer comment ça marche en gros. Donc ça c'est le truc ensemble, ça c'est pour bien vous montrer que c'est bien méchant, je pense que vous avez compris. Le type de tableau que nous on utilise pour faire les calculs de moyenne, c'est celui-ci, qui semble un peu barbare au départ, j'en sais bien. Mais l'idée, c'est vraiment que vous puissiez vous rendre compte que vous travaillez dans les groupes secondaires, dans les groupes principaux et dans le groupe total. Ça va? Et pour chacun de ces types de groupes, si vous voulez, vous allez calculer la somme des résultats de vos sujets, vérifier le nombre de sujets que vous avez, donc en regard de grand N, et puis faire la moyenne des résultats de vos sujets. Ça va? Donc vous avez besoin de sommer tous les résultats des gens dans une colonne, et de les diviser par le nombre de gens de la colonne pour avoir une moyenne. Ça va? C'est vraiment le principe de base de la moyenne. Donc vous voyez qu'on fait ça dans les groupes secondaires, puis dans les groupes principaux. Quand tout se passe bien, donc quand vos colonnes comportent un nombre égal d'individus, vous avez le droit de sommer les différents éléments au fur et à mesure. Ça va? Et puis vous faites la même chose pour le total. Ok? Est-ce que c'est clair pour ce tableau-là? Donc c'est un tableau qui est, enfin pour nous en tout cas, utile parce que justement ça vous permet de bien séparer les types de groupes et d'avoir toutes les données dont vous allez avoir besoin. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Ça va? Si vous sentez de faire toutes vos moyennes d'un coup et puis de regarder tous les n d'un coup et puis vous faites vraiment comme vous le sentez tant que vous n'oubliez aucun élément dans la séance. Ça va? Mais dans les exercices, c'est celui-ci qu'on va utiliser. Donc je viens de vous afficher les chiffres dont vous allez avoir besoin à un moment ou à un autre. Je vais les réafficher quand ce sera nécessaire. Ça va? Alors, donc la première étape, calculer le f de b avec l'hypothèse nulle qu'on a formulée tout à l'heure. Donc, tantôt on a dit que la variable nichante n'avait pas d'effet sur la variable dépendante. On peut aussi dire que la partition en sous-groupe, c'est-à-dire la partition en équipe, n'a pas d'effet sur le nombre de pièces produites. Ça va? De nouveau, vous la formulez comme vous voulez, ça doit être négatif. Ça va? Alors, le fameux calcul de la somme des carrés d'écart, on vous a remis les différentes formules, ça va? Souvenez-vous que pour calculer celui-ci, vous allez avoir besoin de la somme des carrés d'écart de B et de la somme des carrés d'écart de la résiduelle de B. Ça va? On travaille uniquement pour le moment avec les sous-groupes. Donc vous devez d'office avoir un B qui intervient dans votre formule. Ça va? Donc je vais vous réafficher le tableau avec les moyennes. Okay? Et je vous laisse faire le processus de calcul. Okay? Oui, on peut reformuler les... Oui, parce que Madame Muller l'a fait un peu vite tantôt. Est-ce que vous voulez qu'on reformule en français chacun des deux? Oui, absolument. Ok. Alors, je vais faire beaucoup plus accessible pour moi.
deux indices de sommation parce qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans les sous-colonnes. Donc on a deux éléments de précision. Vous avez les colonnes principales, les sous-colonnes et puis la case. C'est comme ça que vous devez voir ça. Ça va? Le premier indice qui est là, c'est l'indication, oui, c'est juste pour réexpliquer avec les trois points qui sont perturbants. Donc le premier indice que vous avez là, après le X, ce sera toujours l'indication du groupe principal de votre donnée. Ça, ce sera l'indication du groupe secondaire de la donnée, et ça, ce sera l'indication de sa case. Ça va? Et faites bien attention qu'ici, c'est pas l'ordre alphabétique logique, c'est pas I, J, K, ce sera I, K et J. Ok? Pour la représentation, par la formule générale. Ça va? Donc, du coup, pour le B, on a la somme des carrés d'écart entre... Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est celui-là? La moyenne de la colonne. La moyenne de la colonne, oui, mais quelle colonne? C'était au pif, non, c'était bien, c'était bien. Continue. Il y a deux colonnes, vas-y. Une chance sur deux. La première. La première. Ouais, allez, c'est bon. Donc c'est effectivement la moyenne d'une colonne, mais quelle colonne? Vous voyez que vous avez une précision de colonne principale et de colonne secondaire. Donc ça va être la moyenne de chacune des colonnes secondaires, ok, moins la moyenne de chacune des colonnes principales. Total, ce serait 3 points. Ça va? Ok pour celui-là? Ouais, on va voir avec le résiduel de B, si c'est ok ça. Donc, la somme des carrés pour la résiduelle de B, c'est la somme des carrés des écarts entre La moyenne totale, ouais, non, ça c'est la moyenne de... Première colonne. c'est la secondaire. La secondaire. Oui, la secondaire, parce que vous avez une précision de colonne principale et de colonne secondaire. Ça va? Donc ça, c'est la moyenne d'une colonne secondaire, c'est celle qu'on a vue là-dessus, ok? Moins La case. moins la case, ok? Donc ce sera la somme des carrés des écarts entre chacune des données et la moyenne de la colonne secondaire à laquelle elle appartient. Ça va? Je sais Je crois que je vais parler en écho. Donc en fait ici, on va, dans les informations, on va du plus précis au plus général. Ou du plus général au plus précis. On va de la case, en passant par la colonne secondaire, le groupe secondaire, en passant et en arrivant jusqu'au groupe principal. D'accord? Donc on a besoin de 3 informations pour pouvoir situer une seule donnée. Son groupe principal, son groupe secondaire et là où il se trouve dans la rangée, dans la colonne. Donc, je ne sais plus pourquoi je dis ça. Si vous avez le point d'abord, ça veut dire que vous faites une moyenne, peu importe. Ici, on se trouve pour le I, donc dans la case. Donc, peu importe la place dans la case, mais on tient compte de K, et donc on tient compte du groupe secondaire. Et à chaque fois, on devra se référer au groupe principal pour savoir de quel groupe secondaire il s'agit. Bien sûr, pas. Bien sûr, bah, évidemment. Écoutez. On t'a pas de faire, il répète, non? Non, mais on va décomposer les colonnes. Oui, c'est dans le fameux tableau avec les X. Donc en fait, en gros, le principe du tableau, donc en fait, quand vous avez un tableau avec des nichants et des nichés, on va faire ça. Donc en gros, vous avez les nichants 1, 2 et 3. Ça va? Et vous avez les nichés qui sont A, B, C, D, E et F. Ok? Et dans chacune des nichés, vous avez une série de données. Ok? Partout, vous avez des données. À chacune des cases, dans chacune des cases, vous avez une donnée. Ça va? Le principe, c'est que cette donnée, pour la situer, c'est de nouveau le principe de toucher-couler. La dernière fois, c'était facile parce qu'on devait juste dire à quelle rangée on allait et puis dans quelle colonne on se situait. Ça va? Ici, ça suffit plus parce que si vous voulez, vous avez 2 types de colonnes que vous devez identifier. Ok? Si vous me dites qu'elle est dans cette colonne-là, ici, ça veut dire que d'office, elle est aussi dans cette colonne-là. Ça va? Et donc, vous devez le préciser. Comment vous le précisez? En fait, avec la coordonnée de la case, ou la coordonnée de la colonne, ou la coordonnée de la colonne principale. Ça va? Donc, par exemple, si je prends cette case-ci, sa coordonnée, c'est ce que tout le monde voit, ce sera x. Je dois dire de quelle case il s'agit,
dans quelle colonne secondaire et dans quelle colonne principale. Okay. Pour moi, c'est plus facile de faire dans l'autre sens. Il y a le sens dans l'autre sens de l'écriture. Donc je commence par le J, qui est normalement ici. Je sais que c'est dans la colonne principale 1. Ça va? Donc mon J, je le transforme en 1. Je sais qu'en fait, la donnée qui m'intéresse, elle est aussi dans la première colonne secondaire. D'accord? Donc, si on fait dans les tableaux classiques, ce sera 1. Ici, pour que vous vous y retrouviez, je vais vous mettre que c'est en 1. Ça va? Et puis, si je veux préciser quelle colonne, quelle case c'est dans le groupe principal 1, dans la sous-colonne A, je vais préciser que c'est ma toute première case. Okay? Si Parce qu'en partant du haut vers le bas. Pardon? Si c'est un point à la place, on doit vraiment calculer toutes les cases. Absolument. Donc en fait, si j'efface ce truc-là et que je mets un point, ça veut dire que je m'intéresse à toutes les données qui se trouvent dans la sous-colonne A, qui elle-même est dans la colonne 1. Donc là, je prends la moyenne qui est calculée en et c'est là bas qu'on de... fait la moyenne, en général. Ça va? Et si je fais ça, si j'efface ici et que je remplace par un point, ça veut dire que je m'intéresse à toutes les données, peu importe leur groupe secondaire, qui appartiennent à mon groupe principal 1. Et donc là, c'est la moyenne Ça va? AB par rapport à votre tableau. Oui, c'est ça. Les deux. Oui, on prend les deux. Ça va? Donc en fait, je vais vous donner un point. C'est qu'ici, c'est vraiment... Vous avez des grosses limites entre les colonnes principales, okay, qui vont disparaître si vous vous rendez compte qu'en fait, vos groupes secondaires n'ont pas d'influence. Ça va? Mais vous devez en tenir compte au départ, et de toute façon, pour donner la coordonnée de la case, vous devez dire de quelle case il s'agit. Cette case se trouve dans une colonne secondaire, qui elle-même se trouve dans une colonne principale. Ça va? C'est ça le principe de la notation. Est-ce que c'est plus clair? Oui? Ok. Et donc, si je vous demande ici quelles données on va devoir aller chercher, ça, ce sera une case, donc chacune des cases en fait, moins la moyenne de la secondaire dans laquelle se trouve cette case. Ça va? Est-ce que c'est plus clair? Sûr? Donc ici, on n'a pas de moyennage, vu qu'on s'occupe du moyennage. On ne met pas de signe moyenne, parce qu'on s'occupe de chaque case. Donc, chaque case, la moyenne de la case. Il y aura toujours K. S'il y a K, il y a J. oui, Forcément. Ah, s'il y a K, il y a forcément J. Et s'il y a I, il y a forcément K et J. Mais J, il peut être tout seul comme un groupe. Il s'en fout. Et alors, dès que... En fait, si on ne retrouve pas IKJ dans une formule, on doit pondérer. Donc, souvenez-vous que la semaine dernière, parfois on travaillait entre les différents groupes qu'on avait, et puis on travaillait à l'intérieur des groupes. Ça va? Et quand on travaillait entre les grands groupes, on devait pondérer par la quantité de données en fait qu'on avait dans chacun de ces grands groupes. C'est exactement le même principe, sauf qu'ici, en plus des grands groupes, vous avez des sous-groupes. Et donc vous devez pondérer dans les grands groupes et pondérer dans les sous-groupes. Ça va? Parce que comme ce sont des groupes indépendants, il n'y a pas forcément le même nombre de cases dans chaque groupe secondaire. Et donc ici, on va pondérer par le nombre de cases dans un groupe secondaire. Et ici, on va pondérer par le nombre d'individus, de cases dans un groupe principal. Ça va? Pourquoi on pondère? Parce que comme ce sont des groupes indépendants, le nombre d'individus dans chaque colonne peut ne pas être identique. C'est toujours le même. Dans cet exercice, c'est toujours le même, mais dans le troisième exercice, c'est pas le cas. Donc tu peux pas bien pondérer. Ici, tu pondères aussi, mais tu peux décider en fait, au lieu de mettre ta multiplication devant, enfin après chacun de la sommation, tu peux le mettre en avant. Donc on pourrait déplacer cette pondération avant la sommation. Et ça, c'est écrit dans la formule. C'est le même nombre d'individus. C'est écrit dans la formule, il y a un N dans la formule. Oui, exactement. Ça va? C'est un peu plus clair? Mais on doit pondérer même si le nombre est équivalent. Oui, c'est obligatoire dans ces formules-là. Ouais. Mais si le nombre est équivalent, vous pouvez le rejeter à l'extérieur de la parenthèse de sommation. Ça n'aura pas de répercussion Non, si le nombre est équivalent. ça reviendra exactement au même. Mais c'est pour ne pas l'oublier le jour où effectivement il n'y a pas le même nombre d'individus. Et alors, une dernière question. Oui.
quand vous dites principale, secondaire, principale c'est toujours nichante, Oui. secondaire toujours nichée. Oui, et en gros, si vous vous posez la question, la nichante, c'est le mol plus long, mais c'est celle qui contient le moins de niveaux. Alors que la nichée, c'est le mol plus court, c'est celle dans laquelle vous allez avoir le plus de niveaux. C'est toujours ça, c'est obligatoire. Ça va? Ok pour ça? Alors, on va dérouler avec vous la première formule. Donc, si je veux faire la somme des carrés d'écart de B, on va repartir avec le tableau des moyennes, parce que c'est de ça que j'ai besoin en premier. Donc, ce dont je vais avoir besoin, si vous regardez la formule, c'est le nombre d'individus dans chacune de mes colonnes secondaires, d'accord? Je vais avoir besoin aussi de la moyenne de chacune de mes colonnes secondaires et de la moyenne de chacune des colonnes principales à laquelle appartiennent les colonnes secondaires. Voilà, toujours le même principe. Donc, les chiffres dont j'ai besoin, les chiffres dont je vais avoir besoin, mais en gros, tout ce qui est principal, ça va me servir à la fin. Ça va? Dans les colonnes principales, j'ai besoin que de la moyenne. Je me sers que de ça. Donc, je vais avoir besoin de chacun de ces indices-là. Ça va? Je le retiens. Je sais que je vais avoir besoin de la moyenne de chacune des colonnes secondaires. Ça tombe bien, je l'ai calculé avant, je suis trop petite pour vous la montrer, mais c'est 115.7, 280.7, etc., etc. Ok? J'ai besoin du nombre d'individus dans chacune de mes sous-colonnes, dans chacun de mes groupes secondaires, mais je l'ai aussi, ça tombe bien ici, c'est 10 à chaque fois. Ça va? Pour la pondération, ce ne sera pas très compliqué, toujours le même chiffre à répondre. Comment je vais procéder? C'est comme la semaine dernière, je procède morceau par morceau. Donc je vais commencer en remplaçant KJ ici, pour faire en sorte que je m'intéresse en fait à la moyenne de ma toute première sous-colonne, de mon tout premier sous-groupe. Ça va? Donc, équipe 1. Je vais m'intéresser aux données d'équipe 1. Ok? Donc, le premier truc que je vais écrire, le premier truc que je vais écrire, mais je vais le remplacer au fur et à mesure. Donc, le premier élément dont j'ai besoin, c'est NKJ. Le nombre d'individus que j'ai dans le premier groupe qui va m'intéresser, c'est 10. Ça va? Donc j'écris mon 10 ici. Que je vais multiplier par les carrés d'écart entre la moyenne de la première colonne qui m'intéresse. Ça va? Donc ici ce sera 115.7 moins la moyenne du groupe principal auquel ce groupe secondaire appartient. D'accord? Donc je regarde directement en dessous et ce sera 198.2. Ça va? Donc si je l'efface, 198.2. Et puis, je vais devoir continuer en faisant mon petit bonhomme de chemin en passant de la première colonne secondaire à la deuxième, à la troisième, à la quatrième et en allant jusqu'à la sixième colonne. Ça va? Donc jusqu'à la sixième colonne secondaire. C'est ça le principe. Donc, comme les exercices qu'on avait fait la semaine dernière, en fait, le premier indice que vous avez devant, donc qui ici, en l'occurrence, est la moyenne d'une sous-colonne, la moyenne d'une sous-colonne, vous savez que vous avez 6 sous-colonnes, donc vous allez avoir 6 éléments entre parenthèses à sommer les uns avec les autres. Ça va? Toujours pondéré par le nombre d'individus dans la sous-colonne qui m'intéresse. Ça va? Et la moyenne des groupes principaux se retrouvera deux fois, parce qu'il y a deux sous-groupes par groupe principal. Oui, exactement. Il y en aura deux différents dans les 6 morceaux. Trois différents. Oui, 3 différents. Oui. Ça va? Et donc ici, on aura combien de parenthèses? Dans celui-ci, on aura 3 parenthèses parce qu'on a 3 groupes principaux, 3 parenthèses à sommer. Et ici, 18. 3 fois 6. Beaucoup, c'est bien. 3 fois 6. combien de données a-t-on? 60.
sommet. Mais vous demandez de faire ça, l'examen 60? Autant non. Non. En fait, l'idée, chaque fois on nous demande, c'est ça inquiète les étudiants, on fait plein de calculs, c'est normal. L'idée, c'est pas de savoir si vous êtes capable d'utiliser une calculatrice et de ne pas oublier des morceaux dans une formule. Ça va. L'idée, c'est de savoir si vous arrivez à convertir la formule en disant correctement le tableau de données pour aller chercher les infos qui sont importantes. Ça va. Donc, si on vous demande un calcul, ce sera jamais le plus long. C'est pas dans notre intérêt de corriger un truc avec 60 parenthèses. Ça va bien. Il y a un logiciel quand vous venez chercheur qui fait tout ça à votre place. Mais Alors pourquoi on peut utiliser le logiciel? C'est ça. Non, mais l'idée, en fait, le principe des cours de stats du service de métrologie, c'est de vous faire comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, en gros, ça vous aide aussi le jour où vous allez vous trouver devant un logiciel, vous allez voir en stat 3, quand vous devez introduire vos données, si vous ne comprenez pas la logique de calcul du logiciel, c'est pas facile. En gros, il faut se mettre à sa place, le logiciel. Vous savez qu'il va souffrir. Et donc, en gros, pour mettre en place vos données, pour arriver à savoir combien de colonnes vous allez faire, combien de rangées vont être remplies, etc., c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Et d'être passé, effectivement, par ces procédures de calcul qui, au final, sont archaïques, parce que, oui, on utilise tous des logiciels, on ne va pas se leurrer. Je ne vais pas passer une demi-journée de ma thèse à faire des calculs. Mais effectivement. Et on comprend que ce soit frustrant, c'est toujours un petit peu énervant. Est-ce que ça va maintenant pour remplacer les éléments? Oui. Juste par rapport à la pondération, c'était comment Oui. On calcule la pondération à chaque changement de colonne principale ou on le fait qu'une fois? Chaque fois que tu changes de colonne secondaire. Donc il y aura, donc si là c'est 10, Oui. il y aura 6 fois 10 Tu vas voir qui va apparaître dans le ouais, calcul. c'est ça, exactement. Tu auras autant de pondération que de parenthèses à sommet. Oui, puisque le nombre peut être différent à chaque C'est ça. colonne À chaque de sous-groupe. sous-groupe, on peut avoir effectivement un nombre d'individus différents. Donc ici, on a des 10 partout, on aurait pu avoir 10, 9, 23. Voilà. Donc, ne pas oublier ça. Est-ce que ça va pour celui-ci? Oui, non, plus ou moins. J'adore Robin convaincue. Alors, ok. On va. Une question. Oui, on va t'écouter. R entre parenthèses A, il faut même parenthèse. Celui-là, ben, ça s'appelle On j'ai pas besoin. l'a dit. Honnêtement, on se pose même pas la question. En fait, le résiduel de A, c'est ce qui se passe à l'intérieur des groupes principaux. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des groupes principaux? Ben, c'est les groupes secondaires. Et il y a la variation dans les groupes secondaires et entre les groupes secondaires. Donc, il suffit de sommer ce qui se passe au niveau des groupes secondaires pour avoir l'aléatoire de A. C'est facile. Ok pour les formules? On va voir après, on va les réappliquer. Bien sûr. Donc je vous affiche simplement pour le souvenir ce à quoi ça va ressembler. Donc je vous rappelle, au cas où vous revérifieriez cela. Donc n'hésitez pas à inverser, d'accord, dans la parenthèse, peu importe ce qu'on soustrait à quoi. Ça va, étant donné qu'on est au carré, le sol est tout. Donc au final, n'ayez pas peur de les inverser. Si dans un exercice, vous vous rendez compte que vous avez fait 115.7 moins 100 au carré, ce n'est pas grave. C'est pas ça qui fait que vous avez une bonne ou une mauvaise réponse. Ok? Alors, une fois qu'on a fait les sommes des carrés d'écart, on calcule les degrés de liberté. Donc là, c'est de nouveau vachement plus simple. Une fois que vous savez bien ce qu'est S et C de B. Donc pour le degré de liberté de B, ce sera S moins P. Dans l'exercice qu'on a ici, ce serait combien moins P? Donc S, ça représente le nombre de groupes secondaires. Donc dans ce cas-ci, 6 moins P qui est 3, le nombre de groupes principaux. Ça va? Une fois que vous avez celui-là, hop, vous pouvez faire celui de la résiduelle du B. Et là c'est N. Donc souvenez-vous, grand N, ça représente l'effectif total. Ça va? Donc, vous voyez qu'ici, on travaille sur l'effectif total dans une sous-colonne précise. Ça va? Quand vous avez le N tout seul, sans indice supplémentaire, ça veut dire que vous travaillez avec l'effectif total. Toutes les cases que vous avez dans le tableau, tous les individus qui sont impliqués dans la recherche. Ça va? Et donc, du coup, ici, ce sera 60 moins S, donc moins 6. Ça va? De nouveau, les calculs les plus faciles, on reviendra dessus après. Alors, une fois que vous avez ça, vous calculez les carrés moyens, ça va, c'est toujours pas plus chinois que la semaine dernière. Il suffit de pas vous emmêler les pinceaux une fois que vous y êtes. Donc chaque fois, la somme des carrés d'écart sur le degré de liberté correspondant pour B et résiduel de B
dans le calcul de f de b ici. Une fois que vous avez ça justement, vous pouvez passer au calcul du fameux f. D'accord. Toujours le même principe, on met le systématique sur l'aléatoire, ça va. Le systématique ici, ben, c'est le b, et l'aléatoire, c'est la résiduelle de b. D'accord. Ce qui est systématique, c'est l'effet des groupes, et ce qui est résiduel, c'est l'effet des individus dans les groupes. Ça va. Vous arrivez à une magnifique note de f de 81,46 que vous allez aller comparer à la probabilité que vous obtenez dans le tableau du f. Ça va. Donc dans la table du f à 0.05, ne l'oubliez pas. Donc ça, je ne vais pas repasser avec vous dessus, sauf si c'est nécessaire. N'oubliez pas que vous avez besoin de L1, qui dans ce cadre-ci sera le LB, ça va, et du L2, qui sera le L de la résiduelle de B, pour pouvoir les fouiller dans le tableau, justement. Et si vous prenez le grand détail de cet exercice, vous allez vous rendre compte très rapidement qu'en fait, c'est extrêmement significatif. Donc on a un F qui est supérieur à 80, donc qui est vraiment énormément supérieur à ce qu'on trouve dans la table. Donc on est dans du très 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 significatif. Donc, significatif à 0.05, mais aussi à 0.01. Souvenez-vous que la semaine dernière, je vous ai dit qu'on travaillait sur 0.05, mais qu'on pouvait vérifier dans la table à 0.01, dans le cas où c'était vraiment très significatif. De nouveau, vous n'êtes pas obligé de le faire. On le fait ici pour que vous preniez l'habitude le jour où vous en aurez besoin, mais ne vous inquiétez pas pour l'examen, vous pouvez ne prendre qu'une place. Ok, donc c'est bien joli de dire. Normalement, le F tabulaire, ben, c'est une seule valeur, mais en fait, au plus vous allez loin dans la table, au moins c'est précis. Et donc, dans la table, vous avez soit 50, soit 60. Ici, on a un L de 54, et donc c'est pour ça qu'on vous a noté deux valeurs. On vous a noté la valeur de 50 et de 60 dans la table, et donc nous, comme c'est 54, ben, c'est entre les deux. Ça va? Oui. On s'arrange normalement à l'examen pour que vous ne tombiez pas sur une situation pareille. Comme ça, au moins, vous savez comment ça fait. C'est mort. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'insiste sur les formules et pour être sûr que vous sachiez où sont les correspondances, etc. Parce qu'effectivement, c'est ça qui est horrible. Enfin, c'est des procédures de calcul qui sont tellement longues que on se dit, effectivement, c'est un peu Ok, donc, on conclut que c'est significatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait avec l'hypothèse nulle? Qui rejette l'hypothèse nulle? La suspecte rejette l'hypothèse nulle. Qui rejette? Soyez convaincus. Ok. Qui accepte? Beaucoup moins convaincus. Ouais, donc si c'est significatif, on rejette l'hypothèse nulle et on conclut qu'il y a un effet de la variable indépendante sur la variable dépendante. Ça va? Et on n'est pas très content, effectivement, dans ce cas-ci, parce que c'est hyper significatif, donc ça veut dire qu'il y a vraiment une influence énormissime de la répartition en équipe sur la qualité du travail, en fait. D'accord? Donc, c'est à cette conclusion-là qu'on va arriver ici. Donc, la partition en sous-groupe a bien une influence sur la BD, et du coup, on est bien embêté pour vérifier s'il y a aussi une influence de la variable indépendante principale sur les résultats. Ça va? Mais on va continuer la procédure de calcul en se disant que, ben oui, ok, mon f de b est significatif, donc je vais devoir calculer maintenant un f' de a. Ça va? Donc, de nouveau, pour le f' de a, on repart sur une espèce d'hypothèse nulle. Ça va? Toujours important pour vérifier si c'est significatif, etc., pour pouvoir conclure. Donc, on part dans l'idée ici, de nouveau, comme pour toute analyse de variance, qu'il n'y a pas d'effet de la variable indépendante sur la variable dépendante. D'accord? À la différence ici, on s'intéresse maintenant à la variable nichante. D'accord? Et on s'intéresse au fait que cette variable nichante a ou non un effet plus puissant que l'effet qu'on a observé de la variable nichée. Ça va? Donc l'hypothèse nulle sur laquelle on va partir, c'est dans ce cadre-ci que en fait, les techniques de travail ont moins d'influence que la répartition en équipe sur les résultats, d'accord? Sur la production des ouvriers. Est-ce que ça va pour ça? Oui? Donc, chaque fois, quand vous êtes perdu, n'hésitez pas, parce que c'est une logique de construction qui est parfois adaptée. Donc, oui, elle est notée là, mais en gros, donc, l'idée, c'est que la première hypothèse nulle qu'on a testée, c'était celle qui concernait uniquement la variable nichée, donc uniquement les sous-groupes, uniquement les groupes secondaires.
Donc la première hypothèse nulle qu'on a posée, c'est simplement que la répartition en groupes secondaires n'avait pas d'influence sur la production. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait différentes équipes, la variable indépendante nichée équipe, n'avait pas d'influence sur le nombre d'objets produits pour chacun des ouvriers. Ça va? On s'est rendu compte que ce truc-là avait une influence. Donc maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est si l'influence de la variable nichante, qui est au-dessus de la variable qu'on vient d'étudier, si l'influence de cette variable nichante est supérieure à l'influence de la variable nichée. Okay? Parce que sinon, en fait, on observe un effet qu'on ne voulait pas du tout observer au départ. D'accord? Et donc, pour pouvoir tester ça, on va repartir sur une analyse de variance simple, d'une certaine manière, en posant l'hypothèse nulle de départ, que la variable nichante n'a pas un effet plus fort que la variable nichée sur la variable dépendante. D'accord? Autrement dit, dans cet exercice-ci, on part sur l'hypothèse nulle que la technique de motivation n'a pas une plus grande influence que la répartition en équipe sur la qualité de la production des ouvriers. Ça va? Oui? Sûr? Il y en a qui sont figés dans leur douleur. Je comprends. Ok? Donc, je continue simplement pour vous montrer comment ça fonctionne, mais c'est toujours le même principe, c'est de l'analyse de variance, ça va? Donc, toujours somme des carrés d'écart, degré de liberté, carré moyen, F, table, conclusion. Ça marche comme ça. Ok? Donc, ici, première chose à faire, c'est qu'on est dans le F' de A. Donc, on va avoir besoin de la somme des carrés d'écart de A et de la somme des carrés d'écart de B. Ça va? Bonne nouvelle, la somme des carrés d'écart de B, vous l'avez déjà. Donc, il vous reste à calculer la somme des carrés d'écart de A. Et donc, je vais vous la faire redire en français, parce que ça s'en fout. Ça va? Donc, ce sera la somme des carrés d'écart entre... La moyenne de la principale. Oui, la moyenne de la principale, moins la moyenne générale, moins la moyenne totale. D'accord? Pondéré de nouveau par... Oui. Donc le nombre de données que vous avez dans votre variable principale, autrement dit, l'effectif de la variable principale, autrement dit, le nombre d'individus dans le groupe principal. Vous pouvez changer pas mal de mots à l'intérieur, tant que vous avez l'idée que c'est le nombre de trucs qui sont à l'intérieur d'une grosse colonne principale. Ça va? Ok pour ça? Ok. Mais du coup, quand vous avez les deux, c'est parti pour un tour. On calcule les degrés de liberté. Cette fois-ci, le degré de liberté de A, qui vaut P-1. P ici, de nouveau, principal. Ok, je vous fais répéter. C'est pour que ça devienne automatique. Ça va, c'est pas parce que je concours des crétins. C'est vraiment que c'est plus facile une fois que c'est automatique. Donc, effectivement, le nombre de groupes principaux, -1. Donc, ici, 3 -1. Ça va? Et puis, le degré de liberté de B, vous l'avez calculé tout à l'heure, c'est toujours 3, ça va pas bouger. Une fois que vous avez le degré de liberté, vous pouvez faire les carrés moyens, c'est reparti, toujours le même principe. Et puis, le calcul du F' de A cette fois-ci, donc le carré moyen de A sur le carré moyen de B. On prend chaque fois le carré moyen en fait de la structure supérieure sur le carré moyen de la structure inférieure. Ça va? C'est vraiment ça le principe. En fonction de ce qu'on veut comparer, en fait, c'est simplement ça. Oui. Donc quand on s'intéresse à la variable, à la structure supérieure, à ce moment-là, c'est la structure supérieure qui passe au-dessus. Quand on descend dans la première partie, à la structure inférieure, c'est la structure inférieure qui passe au-dessus. Non, en fait, donc le principe c'est que dans le premier F de B qu'on a fait, oui. Ce qui nous intéressait, c'est de savoir s'il y avait une influence des sous-groupes. Donc on travaillait Donc, uniquement ce qui se passe avec dans les sous-groupes. dans la structure inférieure. C'est ça. Oui. Donc la structure inférieure, si tu veux. Donc Donc en là, gros, la CMB, structuration, c'est qu'il y a CMB se groupe retrouve principal, groupe secondaire et puis case. Donc en fait, quand on se retrouve dans un questionnement sur les groupes secondaires, en gros, la structure supérieure dans les groupes secondaires, c'est le groupe secondaire. Et la structure inférieure, c'est ce qui se passe à l'intérieur du groupe secondaire. Ça va? C'est pour ça qu'on avait le carré moyen de B sur le carré moyen de la résiduelle. Ça va? Ici, on est passé à un niveau supérieur, on s'est déjà intéressé à ce qui se passait dans les secondaires, on passe aux principaux, et donc le carré moyen qu'on va mettre au-dessus, c'est celui des groupes principaux, qu'on va mettre sur celui des groupes secondaires. Ça va? Parce qu'on compare les deux. Okay? C'est pour ça que tout à l'heure, si on a un exercice où on doit faire le F' de A, on partira sur une analyse uniquement sur les groupes principaux. Et du coup,
comme il n'y a plus de séparation dans les différentes cases, ce qui va nous intéresser, enfin dans les différentes choses, ce qui va nous intéresser, ben, comme structure supérieure, ce sera les groupes principaux, et comme structure inférieure, ce sera en fait ce qui compose les groupes principaux, c'est-à-dire l'ensemble des éléments de cette façon. Ça va? Et donc la résiduelle là. Ok? Donc dans cet exercice-ci, effets systématiques qui sortent de la variable principale et effets aléatoires qui sortent de la variable secondaire. Ça va? Vous offrez le F, de nouveau, on voit que c'est non significatif ici. Donc en gros, ça l'emmerde, comme on dit couramment chez moi, parce que évidemment, vous vous êtes bien rendu compte que le premier test qu'on a fait sur les sous-groupes c'est significatif, celui-ci est non significatif. Donc on se rend compte que non seulement les sous-groupes ont un effet sur la variable dépendante, mais qu'en plus, les groupes principaux n'ont pas d'effet sur la variable dépendante. Ça va? Donc on se retrouve dans la pire des situations pour un chercheur, on se rend compte qu'en fait le truc qu'on avait suspecté n'existe pas du tout, qu'on était complètement parano. Et donc au final, on se rend compte que, ben oui, la variabilité qu'on peut observer dans les résultats des différents ouvriers, elle est due à la répartition de ces ouvriers dans des équipes et pas à la technique de motivation qui leur a été enseignée. Ça va? Et donc c'est ça la conclusion à laquelle on arrive. En fait, la variable indépendante principale n'a pas d'effet, ou en tout cas un effet inférieur à l'effet qu'on observe pour la variable indépendante secondaire. Ça va? Ok pour la logique? Ok, alors, comme vous le savez tantôt, il y a effectivement des logiciels qui nous sortent les résultats. Ce qui est intéressant ici, c'est ce que vous avez en fait en bas, on ne va pas passer sur les détails, mais en fait au-dessus, chaque fois vous avez 1, 1, 2, 2, 3, 3, ça c'est vos colonnes principales, d'accord? Et puis chaque fois dans la colonne 1, vous avez les niveaux 1 et 2, dans la colonne 2, les niveaux 1 et 2, etc. Ça c'est les secondaires. Voilà. Et vous avez les différentes moyennes pour chacune et l'écart-type qu'on n'utilise pas ici, mais qui peut être en place. Et c'est en fait, ici en dessous, vous trouvez les informations intéressantes. Donc là, vous allez avoir toutes les informations sur la variable principale, la variable A. Et là, toutes les informations sur la variable secondaire, d'accord, la B, qui est incluse évidemment dans la variable A. C'est le principe. C'est pour ça que vous avez la parenthèse avec le A, que nous on n'utilise pas pour ne pas vous brouiller, mais c'est ce principe-là. Et donc vous avez les degrés de liberté, les sommes des carrés d'écart, la moyenne, votre F, d'accord, donc on était effectivement à peu près de ce qu'on avait trouvé, et puis la probabilité d'obtenir en fait ce qu'on observe, d'accord. Donc quand on fait les calculs ici à la main, cette probabilité-là, ce chiffre-là, on ne peut pas le sortir. On peut seulement sortir le fait que c'est significatif ou non significatif. Ça va? Que le test est significatif ou non significatif. Alors que le logiciel, lui, va jusqu'au bout du calcul, vous ne pouvez pas faire parce que ça ne sert à rien et que ce n'est pas présent dans le cadre, en vous disant que, ben oui, non seulement nous, on avait trouvé que c'était tout à fait significatif à 0.01, d'accord, la variable secondaire, mais lui, il nous dit qu'en plus, c'est carrément significatif à 0.00, et je vais vous dire qu'il y a 40 zéros derrière. Donc c'est extrêmement significatif. On s'en doutait vu l'importance du F par rapport à son niveau. Ça va? Ok pour ça? Et donc ici, la troisième ligne, c'est en fait le résiduel de B. Donc on a A, B et résiduel de B. Juste. Et donc nous, ce qu'on risque de faire à l'examen, c'est de vous donner un tableau comme ça, avec déjà des cases remplies pour que le travail soit plus court pour vous. Ça va? Donc à vous de repérer les liens qu'il y a entre les différentes données. En faisant les calculs, on a repéré qu'il y avait forcément des liens. Si on vous supprime les carrément liens, mais que vous avez les sommes des carrés d'écart et le S, ben vous savez retrouver certaines informations. D'accord? Et alors à l'examen, on va vous demander le niveau de probabilité. Souvent, l'année passée, il y a eu des soucis où les étudiants nous disaient ben, on n'a pas su vous le donner. Mais en fait, vous pouvez quand même nous dire si c'est inférieur ou supérieur à 0.05. Donc vous, dans la table, vous allez voir, vous allez soit à la table 0.01, soit à la table 0.05. Et si c'est supérieur ou inférieur, vous savez nous donner une fourchette de la probabilité, même si vous ne savez pas être précis comme le logiciel, évidemment. Ok? Je me très convaincu, on va passer à un vrai exercice. Ok, vous allez tout faire comme des cons. Ok, l'exercice 2, vous allez voir que c'est pas très différent de ce qu'on vient de faire.